Paris, août 1867. On dit que la voix de certaines cantatrices a le pouvoir de briser le verre. Mais ce jour-là, c'est à coups de hache que menuisiers et charpentiers ont détruit l'étonnant échafaudage fermé et vitré qui protégeait du regard des curieux la façade d'un bâtiment qu'on s'apprêtait à inaugurer en grande pompe. Le nouvel opéra de Paris, que tout le monde appelle l'Opéra Garnier, du nom de l'architecte Charles Garnier qui l'a construit. L'histoire du Palais Garnier commence ici, rue Lepelletier, en janvier 1858, par une explosion. Ce soir-là, Napoléon III se rend à l'Opéra, dans l'ancienne salle installée rue Lepelletier depuis 1821. La bombe jetée par le révolutionnaire italien Orsini manque l'empereur, mais le décide à lancer la construction d'un nouvel opéra où il pourra se rendre en toute sécurité. En fait, cela fait 20 ans déjà qu'on parle de remplacer l'ancien opéra, une installation provisoire et mal commode, pour donner à Paris une salle de spectacle digne de ce nom. En 1860, le projet est déclaré d'utilité publique. Il passionne tellement l'opinion que l'administration impériale, au lieu de désigner elle-même l'architecte comme il est d'usage, préfère lancer un grand concours, un des tout premiers du genre. 171 architectes y prennent part. Les envois sont anonymes, identifiés par des numéros et des devises. Numéro 17, l'art élève l'âme. Numéro 50, Paris, capitale des arts et des plaisirs. C'est le projet numéro 38, J'aspire à beaucoup, j'attends peu, qui remporte le concours pour le bâtiment public le plus grand et le plus prestigieux du Second Empire. Son auteur est un inconnu. À 34 ans, Garnier n'a rien construit, sauf un immeuble de rapport boulevard de Sébastopol. Il n'a pas d'agence, il doit commencer par s'en bâtir une baraque élevée à la hâte sur le chantier, où il rassemble une équipe de jeunes architectes issus comme lui de l'école des beaux-arts. Un groupe soudé par l'esprit d'école et les liens d'amitié. Le projet est énorme, très cher et politiquement sensible. L'architecte travaillera sous la haute surveillance de l'empereur et de ses ministres, du préfet Haussmann qui est en train de remodeler Paris, de l'opposition parlementaire, de l'opinion publique. Le chantier sera sans cesse visité, commenté, critiqué. Et surtout, on presse Garnier de finir au plus vite, car on tient à avoir quelque chose à inaugurer pour l'exposition universelle de 1867. On y parviendra, mais pour la façade seulement. À l'intérieur, rien n'est encore achevé. Toutefois, la forme extérieure du bâtiment est si particulière qu'elle affiche clairement les partis pris de l'architecte. C'est un monument dont la façade ferme la perspective d'une avenue d'apparat, qu'on percera dans le tissu de la ville pour créer une liaison directe avec les palais du Louvre et des Tuileries où réside l'empereur. Ce sera la seule percée haussmannienne sans aucune utilité fonctionnelle, créée uniquement pour desservir et mettre en valeur un monument sans complexe qui tranche sur le tout venant de la ville, à la façon dit Garnier d'un coup de trompette dans la chambre d'un malade.
Mais l'effet théâtral de la façade dans la perspective de l'avenue est trompeur. Le monument est en réalité étranglé par la ville qui l'entoure et qui empêche de comprendre ses véritables proportions. Il est à la fois plus large que l'avenue ne permet de le deviner et surtout beaucoup plus long, 157 mètres. Le terrain a été imposé à Garnier par le préfet Haussmann. Sa forme en losange, dictée par le tracé des nouvelles rues et les impératifs de la circulation, est totalement inadaptée pour un bâtiment de cette importance. Garnier tentera en vain de la faire modifier. Pour le préfet, c'est la rue qui prime. Cherchant à mieux occuper ce terrain difficile, Garnier a eu l'idée de créer 2 pavillons latéraux. Ces pavillons vont servir d'entrée particulière, demandée expressément par le programme, pour les 2 pouvoirs qui contrôlent l'opéra, les abonnés d'un côté, environ 200 personnes suffisamment fortunées pour louer une loge à l'année, et l'empereur de l'autre, dont le pavillon est desservi par une imposante rampe, digne d'une cour de château. C'est la seule entorse à l'absolue symétrie du bâtiment. Elle sera beaucoup reprochée à Garnier, qui aurait sacrifié la loi du parallélisme à une flatterie de courtisans, comme le dit une revue d'architecture de l'époque, qui s'étonnera dans le même article de l'excessive prolifération d'aigles impériaux. L'opéra est fourré dans un trou, remisé dans un fond et enseveli dans une carrière. Je me console en pensant que dans quelques centaines d'années, il viendra à Paris un préfet qui s'avisera de désencombrer l'opéra en rasant tout le quartier. Mais si l'on détruit les vieux immeubles, c'est pour en construire de nouveaux à la place. Et une fois encore, le monument va entrer en conflit avec la ville et son préfet. Car à la grande surprise de l'architecte, Haussmann autorise ces nouveaux immeubles à dépasser de plus de 5 mètres la hauteur réglementaire. Garnier doit changer ses plans et surélever en catastrophe l'attique qui surplombe la colonnade, de façon à pouvoir lutter avec ses gigantesques voisins. Sinon, dit-il, le monument ne va plus être le théâtre, mais l'hôtel d'en face. Cette bataille des hauteurs ne s'est jouée que pour la façade, car pour le reste du bâtiment, Garnier ne craint personne. C'est l'autre grande singularité de l'opéra, cette manière étrange dont il s'élève au-dessus de la ville. La lyre brandie par Apollon, qui sert aussi de paratonnerre, culmine à 56 mètres au-dessus du sol. Ces grands volumes disproportionnés qui se heurtent, cette coupole légèrement écrasée qui bute sur un pignon cyclopéen, créent des effets plastiques forts qui choquent le goût classique. Mais contrairement aux apparences, il s'agit pour Garnier d'une démarche rationnelle. Les formes extérieures de l'édifice sont censées exprimer les espaces intérieurs et leurs fonctions. On devrait, selon Garnier, pouvoir comprendre le bâtiment rien qu'en suivant la ligne de ses toits. L'édifice est conçu par tranches successives, clairement séparées, chacune abritant une des parties du programme. La première tranche est réservée aux accès et aux salons pour le public. La deuxième à la salle de spectacle. La troisième à la scène. La quatrième enfin aux différents services techniques et administratifs. Les 2 volumes qui dominent l'ensemble sont ceux de la salle et de la scène. La coupole traduit dans l'esprit de Garnier la forme circulaire de la salle, une salle à l'italienne prévue pour accueillir 2000 spectateurs. Ici, l'architecte cherche à faire preuve de retenue. La salle, dit-il, doit rester discrète dans ses manifestations, elle doit s'harmoniser avec la scène sans prétendre la dominer. Soigneusement dissimulée sous les moulures et les dorures, une structure métallique forme le plancher et l'armature de la salle. Elle permet de réduire les risques d'incendie, hantise de tous les grands théâtres d'alors. Garnier maîtrise parfaitement la technique de la construction métallique, mais contrairement à Baltard ou Labrouste, il sera tout au long de sa carrière totalement insensible à l'esthétique du fer et refusera toujours de le laisser apparaître.
Quant à la grande affaire qui préoccupe les mélomanes, celle de l'acoustique, Garnier la règle à sa façon. J'ai étudié la question pendant de longs mois et j'ai découvert ceci. Pour qu'une salle ait une bonne sonorité, certains conseillent qu'on la fasse en bois ou en pierre, qu'on y plante des arbres, ou qu'on la fasse tout en cristal, ou qu'on garnisse ses parois de neige factice, ou encore que, suivant le conseil de Vitruve, on place des casseroles sous les banquettes. Conclusion de l'architecte, le mieux pour avoir une bonne acoustique, c'est encore de ne rien faire et de s'en remettre au hasard. Et cela marche. Trop bien même si l'on en juge par l'effet puissant de la voix sur le grand lustre. Alors que la salle est jugée plutôt petite par rapport aux normes de l'époque, la scène, conçue pour les gigantesques décors du Grand Opéra tels qu'on l'aimait au milieu du XIXe siècle, est une des plus grandes d'Europe. La première, la seule qualité de la scène, dit Garnier, c'est d'être vaste dans tous les sens. Mais le volume frappe surtout par sa hauteur et sa profondeur. Ses fondations descendent beaucoup plus bas que celles des autres bâtiments. En effet, Garnier a aménagé sous la scène un espace de 5 étages permettant de faire disparaître d'une seule pièce et sans brisure un décor haut de 15 mètres, grâce à une imposante machinerie de cabestans et de cordes. On se croirait sur un grand voilier, et pour cause, les machinistes à l'époque étaient pour la plupart d'anciens charpentiers de marine. En creusant les fondations nécessaires à cet espace, Garnier a rencontré une nappe d'eau souterraine. Pour empêcher les infiltrations, il dut créer sous les fondations une cuve de béton qu'il fit remplir d'eau pour équilibrer la pression extérieure. Cette cuve, qui sert aujourd'hui de réserve d'eau pour les pompiers, est à l'origine de la légende d'un lac souterrain sous l'opéra. Avec les cintres qui s'élèvent à 20 mètres au-dessus du plateau, le volume de la scène finit par ressembler à celui d'une gigantesque usine, couverte d'un toit à pente et à charpente métallique, qui domine brutalement et l'ensemble et la ville. Quant aux bâtiments techniques et administratifs, relégués comme il se doit en fond de parcelle, Garnier les traite avec une rigueur pour une fois toute classique, qui contraste avec l'exubérance de la façade principale. Le bâtiment ne ressemble à rien de connu dans le paysage parisien. Garnier pourtant connaît ses classiques et n'hésite pas à s'en inspirer. La colonnade monumentale qui sur la façade principale désigne le grand étage et domine la composition est une référence directe à la colonnade du Louvre. Mais en même temps, Garnier en tempère la monumentalité en créant une deuxième échelle de lecture. Les grandes colonnes sont doublées par des colonnes plus petites, surmontées d'une claustra de pierre, que l'architecte compare à un rideau habillant le portique et donnant à l'édifice un air habité. Un jeu sur le contraste des échelles, mais aussi des matières et des couleurs. Aux grandes colonnes blanches en pierre de Bavière
s'opposent les petites colonnes en marbre fleurs de pêcher et aux chapiteaux dorés, dont le raffinement est destiné à montrer qu'elles sont un habillage qui ne fait pas partie de la structure de la façade. Garnier est un partisan résolu de la polychromie, considérée comme une hérésie dans le paysage parisien traditionnellement monochrome. On lui reprochera d'avoir bariolé son monument. Mais c'est de son point de vue une polychromie raisonnée, destinée à clarifier la composition et à affirmer la vocation même du bâtiment. En septembre 1870, la fête impériale prend fin. Le régime à bout de souffle avait cherché à redorer son blason par une guerre avec la Prusse. Elle tourne au désastre. L'Empire s'effondre, on proclame la République. Napoléon III est en fuite, Paris est assiégé. L'opéra, où ne restent que quelques ouvriers et un assistant de Garnier, est transformé en magasin de vivres par l'armée. On y stocke du bœuf salé, de l'avoine, du vin. À peine un an plus tôt, les Parisiens se passionnaient pour un des groupes de sculptures de la façade, la danse de Carpeaux, contre laquelle un bourgeois exaspéré par tant d'impudeur avait commis un attentat à la bouteille d'encre. Maintenant, ils viennent lire sur les palissades les proclamations de la Commune de Paris. Le bâtiment, devenu le symbole du régime haï, semble condamné à rester inachevé. 5 ans plus tard, nouveau coup de théâtre. On met la main aux derniers détails avant l'ouverture, dans l'urgence comme d'habitude. En 1873, l'ancienne salle de la rue Lepelletier, toujours en service, a entièrement brûlé. Et on a sommé Garnier de finir au plus vite ce qu'il avait commencé. 2 ans de travaux intenses pour achever la totalité des aménagements intérieurs. Et enfin, en 1875, on s'apprête à inaugurer le bâtiment pour la seconde fois. Par-dessus les désastres de la guerre et les cadavres de la Commune, la Troisième République renoue avec les fastes du Second Empire. Au programme de la soirée d'ouverture ne figurent que des extraits. On ne veut froisser personne. Mais on a oublié d'inviter l'architecte qui sera obligé de payer sa propre loge. Pourtant, ce soir-là, on n'est pas venu pour la musique. On est là pour l'architecture, pour découvrir enfin, 15 ans après le début du chantier, ce que Garnier avait en tête. Alors que la scène et la salle sont de conception classique, la première tranche du bâtiment réservée aux accès du public et à ses déambulations pendant l'entracte est totalement novatrice. Les accès avaient toujours été les parents pauvres de l'architecture des théâtres, traités comme de simples espaces utilitaires. Garnier va leur donner une ampleur jamais vue jusqu'alors. Pratiquement un quart du bâtiment leur est dévolu. Les spectateurs entrent par un premier vestibule assez bas. Au premier étage de ce vestibule, l'architecte a placé des espaces d'apparat réservés pour l'entracte. La pièce maîtresse est le grand foyer, dont les fenêtres donnent sur la loggia et l'avenue, et qui est une référence directe à la galerie des glaces de Versailles. Mais ces fastes ne sont qu'un avant-goût de ce qui suit, le chef-d'œuvre de l'architecte, le grand escalier.
Comme toujours chez Garnier, le jeu des matières et des courbes répond aussi à des préoccupations pratiques. L'escalier monumental qui surgit tout d'un coup devant les spectateurs débouchant du vestibule au plafond bas leur indique clairement le trajet à suivre, tandis que sa structure permet de diviser leur flux en fonction des places qu'ils vont occuper dans la salle. Les deux volets latérales desservent les premières loges. La volée centrale mène droit aux places de l'orchestre. Mais l'escalier n'est qu'une pièce d'un ensemble beaucoup plus vaste, une cage, un grand vide, que Garnier compare à la façade d'un immeuble, mais qui évoque aussi la cour intérieure d'un palais, et surtout les halls des grands magasins et des grands hôtels construits à l'époque sur le même principe de galerie ouverte entourant un vide. Ici, c'est l'espace lui-même, animé par la circulation du public, qui devient objet de spectacle, et qu'on est invité à admirer depuis les balcons en onyx disposés comme des loges. L'architecture se fait mise en scène, et l'architecte peut enfin se rêver directeur de l'opéra. Ah, si j'étais directeur de l'opéra seulement pour un jour. Je voudrais utiliser les merveilleux costumes de l'opéra pour les répandre dans l'escalier. Mais je ne suis qu'un simple architecte et je dois me contenter de rêver. Il faudra attendre 1926 pour que le cinéma réalise le rêve de l'architecte dans une adaptation du célèbre roman de Gaston Leroux. Ce fantôme de l'opéra qui, réinterprétant à sa façon l'architecture de Garnier, fait peur aux danseuses. Mais les secrets de la maison sont parfois plus sordides. Le foyer de la danse. Une salle cachée par un rideau à l'arrière de la scène, supposée servir de lieu d'exercice aux danseuses. Garnier l'a placée en fond et dans l'axe de la scène, de façon à ce qu'elle puisse servir de prolongement pour des mises en scène nécessitant de grands effets de profondeur. Mais en réalité, le foyer, accessible aux abonnés et à eux seuls, remplit un autre office. On y vient choisir sa danseuse, dans un décor de maison close dont la maîtrise semble pour une fois totalement échapper à l'architecte. Un décor que sa fausse innocence rend encore plus étouffant. La double voussure du plafond cache une galerie secrète destinée aux voyeurs. Et les fenêtres n'ouvrent ici que sur les murs. C'est seulement en 1935 qu'on mettra fin à ce mélange des genres. Les abonnés seront chassés du foyer de la danse, qui redeviendra une simple salle de répétition, une salle comme les autres, sauf quand tous les rideaux sont ouverts et qu'on peut voir dans le grand miroir où se télescopent coulisses, scène et salle, toute la profondeur de l'illusion théâtrale. Le rideau tombe, comme chaque soir depuis 1875. Mais à peine le spectacle terminé, un autre prend le relais, celui de l'architecture. Un spectacle avec ses excès et ses pompes, et surtout cette débauche décorative,
cette foule de détails dont on a du mal à croire qu'elle a pu être conçue et maîtrisée par un seul homme, même s'il y a passé 15 ans de sa vie. Tout n'est qu'impression. Il faut que l'abondance d'impression qui jaillit du drame lyrique soit encore complétée par l'impression d'abondance qui jaillit de l'architecture. C'est sans doute la plus forte intuition de cet architecte amoureux fou de théâtre. Il s'est servi de la démesure et de la profusion pour engendrer des sensations sans cesse renouvelées, faire dans le bâti et dans l'espace ce que le théâtre fait dans le temps, et capter ainsi par les moyens de l'architecture cette qualité si fugitive, la nature éphémère du spectacle vivant.